Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Au sommaire, le personnel de la Green TV International a mené hier mardi une activité de salubrité à Aveno dans la commune Golf-Sink. Cette activité a été menée dans le but de marquer les 3 ans d'existence de la chaîne et inciter la population à protéger l'environnement. L'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, alerte sur les fortes pluies qui s'abattront sur le pays au cours de ce mois de juin. L'agence recommande de redoubler d'efforts et de vigilance afin de minimiser les potentiels dégâts des intempéries. Et puis au Cameroun, 50 à 60 personnes perdent la vie chaque jour dans le nord du pays. Une situation due à la chaleur extrême qui rend la vie dure à la population. C'est tout pour les titres, place au développement. Ce 5 juin, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Elle donne l'occasion de mener des réflexions et d'apporter des solutions aux grands défis liés à l'environnement dans le monde. Parlons de cette journée en mettant un accent particulier sur le Togo et c'est avec Vivas Amana. Célébrée chaque 5 juin depuis plus de 50 ans, la Journée mondiale de l'environnement est une occasion de faire le point sur les actions menées en matière de protection de l'environnement. La Journée mondiale de l'environnement a été instituée en 1972 par l'Assemblée des Nations Unies et a pour objectif de sensibiliser la communauté internationale et tous les acteurs sur les questions de dégradation de l'environnement et donc l'urgence de protéger l'environnement. Et en 1973, c'était la première édition qui a été célébrée autour du thème une seule planète Terre, donc pour dire que nous n'avons qu'une seule planète et nous avons le devoir de la protéger contre toutes sortes de dégradations. Et donc au fil des années, elle a évolué et est devenue une plateforme d'échange et de sensibilisation, comme je l'ai dit tantôt, des acteurs sur les questions de dégradation de l'environnement, telles que la pollution marine, la pollution de l'air, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, a vite inscrit l'environnement au cœur de sa politique nationale en menant de grandes actions pour la préservation de la nature. Il faut dire que le Togo a mis la thématique de l'environnement au cœur de sa politique parce que d'abord, au niveau institutionnel, il y a un ministère qui est dédié aux questions environnementales. Il y a des textes qui sont pris pour protéger l'environnement, tels que la politique, même la politique nationale de l'environnement, elle a été élaborée. Le code, la loi portant, loi cadre sur l'environnement a été également élaborée et donne les orientations sur la manière de gérer et de protéger notre environnement. Il y a le code forestier aussi qui est un volet de gestion de l'environnement qui est pris. Suivant le thème retenu cette année pour la dite journée, les autorités togolaises ont entrepris de grands chantiers pour permettre au pays de mieux faire face aux défis liés à l'environnement. Pour l'édition de 2024, c'est le thème retenu par les Nations Unies pour célébrer la journée du 5 juin, journée mondiale de l'environnement, est la restauration des terres, la désertification et la résilience face à la sécheresse. Donc les sensibilisations vont tourner autour de ces composantes-là de l'environnement. Au Togo, les grands défis que nous avons d'abord l'érosion côtière qui affecte notre côte. Quand bien même elle n'est pas assez large, elle est sujette à l'érosion côtière aussi qui provient de l'élévation des niveaux de la mer et donc du réchauffement climatique. Nous avons les risques, d'autres risques climatiques tels que les inondations. Il y a des poches de sécheresse dans certaines régions, surtout dans la région septentrionale. Et les vents violents, vous voyez que ces pluies sont accompagnées également de vents violents. Il y a la dégradation des terres. Donc l'utilisation inappropriée de certaines pratiques conduisent à la dégradation et à la perte de fertilité des sols. La dégradation aussi de nos forêts, due aux coupes anarchiques pour de diverses raisons. Donc c'est également les feux de végétation qui contribuent à détruire et dégrader les terres et les forêts.
Donc c'est autant de problèmes environnementaux que le Togo vit. Pour venir à bout de ces questions de dégradation de diverses composantes de l'environnement, le ministère, à travers ses services techniques, élabore et met en œuvre des projets pour pouvoir renforcer ces actions. Et par exemple, il y a actuellement pour la question ou la composante de dégradation des terres un projet qui est en cours de mise en œuvre dans les deux régions septentrionales, à savoir la région des Savanes et de la Kara, qui porte sur la restauration des terres, des milieux arides. Donc c'est pour contribuer à restaurer les terres dégradées de ces régions. Il y a l'ambition décennale que le gouvernement même a lancée, qui consiste à planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030, donc pour aider à reconstituer et étendre le couvert végétal. Donc c'est pour pallier au problème de dégradation des forêts. Nous avons le projet d'appui à la lutte contre les changements climatiques par le CC qui est arrivé à terme, mais une deuxième phase vient de démarrer, donc pour aider aussi à régler les problèmes de dégradation et les problèmes de changement climatique, impact des changements climatiques. Donc ce projet aide à renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes. Et les questions de pollution, d'autres initiatives aussi sont en cours de mise en œuvre, telles que le projet qualité de l'air qui va aider à améliorer la qualité de l'air pour que la population vive dans un environnement sain. Donc chaque année, un thème est proposé par les Nations Unies et une ville également est retenue dans un pays pour la célébration officielle. Mais toutefois, tous les pays célèbrent à leur niveau autour du thème retenu. Notons que cette année marque le 50e de cette journée dédiée à l'environnement. Et c'est l'Arabie Saoudite qui est désignée pour accueillir les célébrations au niveau mondial. Comme annoncé dans les titres, la Green TV International célèbre son 3e anniversaire ce 5 juin 2024. Le personnel de la chaîne a effectué une activité de salubrité à Aveno dans la commune Golf 5 pour marquer cet anniversaire. Reportage Rafetou Mbereko avec les images d'Emika Gatché. C'est une activité de salubrité dans le cadre du 3e anniversaire de la Green TV International. Le personnel de la télévision, accompagné par les membres de la société de ramassage des ordures dénommée Ville Propre, se sont rendus actifs dans cette initiative. Munis de balais, de sacs, de paniers de ramassage, ils ont rendu propres les abords de la rue Kouvaïe dans la commune Golf 5. Nous avons mis au propre un tronçon de route, ramassé les ordures ainsi que les déchets plastiques avec la société Ville Propre pour tous dans la commune Golf 5. Nous avons mené cette activité de salubrité ce matin dans le quartier d'Aveno à l'occasion des 3 ans de la télévision Green TV International. Vous êtes sans savoir que nos rues sont majoritairement polluées par les sachets plastiques. Donc il faut mener des actes éco-citoyens pour protéger notre environnement. Cette activité a été initiée non seulement pour donner de l'exemple en tant que télévision environnementale, mais aussi pour inciter la population à en faire autant pour une meilleure protection de l'environnement. À l'occasion de cet anniversaire, notre message s'articule autour du thème « Ensemble pour un environnement sain ». C'est aussi un geste de reconnaissance à l'endroit des téléspectateurs pour leur amour envers la chaîne et leur engagement dans la cause environnementale. Pour le 3e anniversaire de la Green TV International, nous avons tendu le micro au promoteur de la chaîne, M. Kossi Agbenigan Agboka. Il a expliqué l'importance et la nécessité d'une chaîne consacrée exclusivement à l'environnement dans la vie de toute l'humanité. Suivant. Nous avons créé la Green TV International pour remettre à la nature ce que nous avions pris à la nature, pour restaurer l'environnement. Le Togo doit peser très lourd dans la balance internationale. Lorsqu'on parle de l'environnement, le Togo doit être présent.
nous devons être un leader sur le plan international. Lorsqu'on parle de l'environnement, le Togo doit être vraiment un leader. C'est pour cela que nous avons créé cette télévision, la Green TV International. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, le réchauffement climatique est une menace pour l'existence de l'humanité. Et c'est une réalité. Donc nous devons beaucoup planter. Nous devons beaucoup planter. Parce que lorsque nous plantons, les plantes dégagent de l'oxygène pur et cela est bénéfique pour la santé. Parce que les plantes dégagent de l'oxygène et retirent du CO2 qui est dans l'atmosphère. Donc, les plantes jouent beaucoup de rôle pour la santé humaine. C'est pour cela que nous disons que lorsque nous plantons, nous contribuons à préserver notre humanité. C'est très important. Le sud du Togo rentre pleinement dans la saison pluvieuse dès ce mois de juin. Ces précipitations, bien que vitales pour l'agriculture, présentent des risques accrus d'inondation, particulièrement dans les zones vulnérables. Issaou Latifou, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, met en garde la population sur l'importance de rester vigilant. Regardez. Dans le cadre des stratégies mises en place pour la gestion des risques de catastrophes liés aux inondations au Togo, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, Issaou Latifou, prévient la population sur les fortes pluies qu'il y aura en ce mois de juin, qui est le cœur de la saison pluvieuse dans le sud du pays. Issaou Latifou appelle les habitants des zones vulnérables à la prudence et au pire des cas à quitter leur lieu d'habitation durant cette période de pluie sans vouloir s'aimer la panique. Il insiste sur l'importance de prendre des mesures préventives pour minimiser les impacts potentiels des intempéries. Les récentes averses à Lomé, notamment celle du 25 mai, ont déjà provoqué des inondations dans plusieurs localités. Ces événements météorologiques extrêmes rappellent l'importance des prévisions et de la préparation pour éviter des catastrophes similaires. Les autorités continuent de sensibiliser la population à adopter des mesures de précaution, en particulier celles vivant dans les zones les plus exposées. Au Togo, le ministère chargé de l'eau a lancé un appel d'offres international dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain. Cet appel concerne la réhabilitation d'infrastructures et l'amélioration des performances de la société togolaise d'eau. Rafietou Mbireko. Pour la mise en œuvre du projet d'amélioration de la sécurité en milieu urbain au Togo, un appel d'offres international a été lancé par le ministère chargé de l'eau. Les travaux consisteront essentiellement à réduire l'eau non facturée, à réhabiliter partiellement le réseau de distribution et à améliorer le taux de recouvrement des factures impayées. L'entreprise sélectionnée devra mettre en place des procédures innovantes et modernes en garantissant le transfert de connaissances afin de permettre à la société togolaise des eaux de réduire de manière durable le niveau d'eau non facturé à un seuil économiquement acceptable. Rappelons que le projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo a été lancé en octobre 2023 par le gouvernement togolais avec l'appui de la Banque mondiale. Ce projet a pour ambition de faciliter l'accès à l'eau à 1 million de personnes vivant en milieu urbain. Le défi de fournir à environ 1 milliard d'Africains des façons de cuisiner plus propres et plus saines a reçu un coup de pouce le 14 mai dernier avec un financement de 2,2 milliards de dollars à l'occasion du Clean Cooking Summit à Paris.
Cette initiative vise à fournir plus d'options aux personnes en Afrique qui dépendent actuellement de combustibles tels que le charbon de bois et le bois. Suivant. 1 milliard d'Africains ont recours à des méthodes de cuisson incluant le bois, le charbon de bois ou même le kérosène. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'usage de ces combustibles polluants est à l'origine de 4 millions de décès par an attribués à la pollution de l'air intérieur. Pourtant, le continent africain concentre 60% des réserves d'énergie renouvelables. D'après Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, en Afrique et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, 4 familles sur 5 utilisent des outils de cuisson primitifs en se servant du bois, des déchets agricoles ou d'animaux pour cuisiner. Et la fumée qui s'en dégage est la principale cause de décès prématurés chez les femmes et les enfants. Avec une population estimée à 2,3 milliards d'habitants à l'horizon 2050, dont 60% de moins de 25 ans, l'Afrique, selon plusieurs observateurs, devra faire face à des défis majeurs liés à ce boom démographique. Le groupe de la Banque africaine de développement s'est engagé à verser 2 milliards de dollars sur 10 ans pour des solutions de cuisson propres sur le continent. Une étape majeure sur la voie de la protection de la vie de 600 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, chaque année d'ici 2030. Outre son impact dramatique sur les vies humaines, le manque d'installations de cuisson propres est l'une des principales causes de la déforestation en Afrique. Les chiffres avancés par l'Agence internationale de l'énergie lors du sommet sur les cuissons propres en Afrique le 14 mai dernier montrent que 200 millions d'hectares de forêts dans le monde, dont 110 millions en Afrique, sont menacés en raison des effets des changements climatiques et de la consommation du charbon ou du bois de chauffage. La communauté de développement de l'Afrique australe lance un appel de fonds sans précédent de 5,5 milliards de dollars pour venir en aide à plus de 61 millions de personnes touchées par la sécheresse. Cette initiative vise à atténuer les effets dévastateurs de la sécheresse et des inondations qui frappent la région. Alessandra Adécombi. La sécheresse exceptionnelle qui sévit en Afrique australe a atteint des proportions alarmantes avec des températures records causées par le phénomène climatique El Niño. Le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ont déjà déclaré l'état de catastrophe nationale, tandis que les récoltes sont au plus bas, menaçant la sécurité alimentaire de millions de personnes. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, près de 16 millions de personnes souffrent de la faim, tandis que la moitié des récoltes de maïs, aliments de base de la région, ont été perdues. De plus, le faible niveau d'eau des barrages hydrauliques entraîne des pénuries d'électricité, affectant gravement les secteurs économiques tels que l'exploitation minière. Face à cette crise humanitaire, la SADC a lancé un appel de fonds de 5,5 milliards de dollars pour soutenir les populations touchées. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA a promis une contribution de 33 millions de dollars, tandis que la FAO s'engage à hauteur de 10 millions de dollars. Cette initiative, développée en collaboration avec des partenaires régionaux et internationaux, vise à renforcer les ressources nationales des États membres touchés et à mobiliser des fonds supplémentaires pour répondre aux besoins urgents des populations vulnérables. La crise climatique en Afrique australe souligne l'urgence d'agir pour atténuer les effets du changement climatique et renforcer la résilience des populations les plus affectées. L'appel de fonds de la SADC est un pas important dans cette direction, mais une action collective et coordonnée à l'échelle mondiale est nécessaire pour faire face à cette crise croissante et protéger les populations vulnérables contre ses effets dévastateurs. Les régions septentrionales du Cameroun sont confrontées à une crise humanitaire due à une chaleur extrême qui provoque une surmortalité importante. La société civile alerte sur les conséquences de ce phénomène et appelle à une action urgente des autorités. Plus de détails dans ce récit signé Alexandra Adécombi. Le Cameroun fait face à une situation alarmante alors qu'une vague de chaleur extrême ravage le nord du pays. Les grandes villes telles que Maroua et Garoua sont particulièrement touchées, enregistrant entre 50 et 60 décès par jour en raison des températures records.
Dans une lettre ouverte publiée le 27 mai 2024 dans le quotidien privé Le Jour, Abdoulaye Arissou, ancien président de la Chambre des notaires du Cameroun, interpelle le ministre de la Santé publique, Manouada Malachi, sur le silence des autorités face à cette catastrophe. Abdoulaye Arissou dénonce un silence assourdissant des autorités locales et nationales face à cette crise. À part les chefs traditionnels et les imams qui ont donné des instructions de prière pour que la pluie tombe, aucune autorité ni gouvernementale, ni régionale, ni même locale n'a pris ce problème au sérieux, affirme-t-il. Il souligne que des mesures d'urgence telles que la distribution d'eau par camion-citerne, la mobilisation des services de secours et la gratuité des soins pour les populations vulnérables auraient dû être mises en place. À Maroua et à Garoua, deux grandes villes situées respectivement dans les régions de l'extrême nord et du nord, au moins 50 à 60 personnes ont été enterrées par jour, victimes de cette canicule. Cette surmortalité catastrophique résulte de l'incapacité à gérer les effets de la chaleur extrême, aggravée par des problèmes chroniques d'accès à l'eau et de soins médicaux. Le climatologue de l'Observatoire national sur les changements climatiques René Ramsès Meyong souligne que cette vague de chaleur est exceptionnelle par son intensité, sa durée, sa distribution géographique. Des températures records de 45 degrés Celsius ont été enregistrées dans l'extrême nord, alors que des régions actuellement plus fraîches comme l'ouest et le nord-ouest connaissent également des températures élevées. Les conséquences de cette canicule vont bien au-delà de la santé humaine. L'ONAC alerte sur les risques pour l'agriculture et l'élevage. Les précipitations irrégulières et les longues séquences de chaleur entraînent une évapotranspiration rapide des sols, asséchant la végétation et augmentant le risque de feux de brousse. Le bétail souffre du manque de points d'eau et de pâturage, tandis que l'agriculture majoritairement pluviale est particulièrement vulnérable. Cette crise climatique met en lumière l'urgence de la situation et la nécessité d'une réponse coordonnée et rapide. Le gouvernement camerounais ainsi que les autorités locales sont appelés à prendre des mesures immédiates pour atténuer les effets de cette canicule et protéger les populations vulnérables. Abdoulaye Arissou propose une sensibilisation accrue, une meilleure gestion des ressources en eau et une assistance médicale renforcée. La crise actuelle au nord du Cameroun illustre tragiquement les effets du changement climatique sur les communautés les plus vulnérables. Une action rapide et efficace est essentielle pour prévenir de nouvelles pertes humaines et sécuriser les moyens de subsistance des habitants de la région. Une usine de recyclage de batteries usagées et de plomb implantée au cœur d'un quartier populaire du Congo est accusée de pollution. Des cheminées fumantes, des poussières chargées de plomb et des odeurs âcres intoxiquent les habitants depuis quelques années. Le point avec Léonce Sago. Des examens effectués sur hommes, femmes et enfants ont révélé des taux alarmants de plomb dans le sang qui fragilisent de jour en jour leur santé. Une des habitants se plaint que l'usine leur rend la vie difficile car les fumées émises donnent à elle et à son enfant des maux de ventre et de la contamination au plomb. L'usine appartient à une entreprise indienne du nom de Metsa Congo enregistrée au Congo. C'est l'un des principaux recycleurs mondiaux de batteries usagées et de plomb qui est l'un des métaux les plus dangereux de la planète. Cyril Ndembi, un autre résident du quartier, mène avec ses voisins une bataille juridique contre l'entreprise afin d'obtenir la fermeture et la relocalisation de l'usine. Sa famille et lui souffrent d'une pneumonie chronique depuis leur arrivée dans le quartier en 2019. Les analyses ont été effectuées en France au laboratoire Cerba et il s'est avéré que nous sommes intoxiqués au plomb. Et ça, c'est sur un échantillon de 26 personnes. Au moment où nous vous parlons, le juge de référé administratif a ordonné la suspension des activités de cette usine Metsa Congo de façon provisoire en attendant le jugement au fond. Mais tant qu'ils continueront à travailler, nous restons exposés et nous continuons à inhaler ces gaz toxiques qui nous rendent de plus en plus malades. Frédéric Mavungu, un pharmacien et biologiste, explique la gravité de cette pollution au plomb. Effectivement, les taux que nous avons trouvés de plombémie dans le sang
était assez significatif pour que scientifiquement, qu'il n'y ait pas de doute que vraiment cela venait de cette usine, parce que par radioconcentration, c'est-à-dire si on devait prendre ce qui était les plus proches, avaient les taux les plus élevés. En réponse aux accusations, le président du groupe Metsa, Arun Goswami, a défendu l'entreprise en affirmant que Metsa opérait dans le strict respect des normes industrielles internationales. L'empoisonnement au plomb n'ayant été prouvé que sur un échantillon de la population, il appartient donc au tribunal de décider de la responsabilité de l'usine dans cette intoxication. D'ici là, d'autres cas pourraient encore surgir. La Slovénie, un tout petit pays d'Europe, se présente comme un leader en matière de tri des déchets plastiques. Elle démontre que la pollution plastique peut être combattue, voire éradiquée, par des bons moyens et une bonne pédagogie. Allons donc à la découverte de ce pays éco-responsable avec Vivas Amana. Située au cœur du vieux continent, la Slovénie est un pays très engagé sur la question environnementale. La nature est reine, avec 2/3 du territoire qui est couvert par les forêts. Pour préserver cette beauté, les habitants apprennent dès l'enfance à bien gérer leurs déchets. Dès la maternelle, les sorties scolaires se déroulent comme une chasse au trésor à la recherche de détritus. Dans le centre historique de Ljubljana, la capitale, aucune voiture ne roule car la zone est entièrement piétonnisée. Pour se débarrasser des déchets non recyclables, les habitants payent un peu d'argent. L'objectif, c'est d'en avoir le moins possible dans cette poubelle. Tout ce qu'on ne peut pas trier, on est taxé à 2 € par sac. En vue de réaliser des économies, les Slovènes cherchent à alléger leurs ordures ménagères. Ils viennent mettre leurs déchets bien triés dans les déchetteries comme celle-ci où les différents bennes à ordures sont disponibles. C'est normal, on a l'habitude de trier les déchets. Si je ne sais pas où jeter les déchets, je viens ici dans ce centre et ils me disent où mettre les choses. Par exemple, dans la ville slovène de Bled, la première ville européenne à obtenir le label zéro déchet, des méthodes radicales comme les caméras de surveillance qui traquent les habitants qui ne trient pas correctement leurs déchets sont instaurées. Une police de déchets a été créée et procède également à des contrôles inopinés. Après 3 avertissements sur les déchets mal triés, des sanctions sont appliquées. 400 € pour un particulier et 1 400 € pour une entreprise. Des usines spécialisées transforment les déchets non recyclables en biogaz ou en compost qui sont réutilisés pour fertiliser les jardins des Slovènes. En 20 ans, la Slovénie est devenue un pays champion en matière de tri des déchets. Ainsi prend fin ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci pour ces 3 années de confiance. Nous vous promettons de nouveaux programmes encore plus enrichissants. D'ici là, prenez soin de vous et surtout de l'environnement.